Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous revenons encore une fois de plus ce matin pour continuer avec notre fameux module 3. Nous avons déjà terminé avec l'histoire de Windows et nous avons commencé l'architecture et fonctionnement de Windows. Alors, nous allons continuer donc avec l'architecture aujourd'hui. L'histoire de Windows déjà terminée. On peut passer rapidement là-dessus. Alors, hier, nous avons commencé avec l'architecture de fonctionnement de Windows. Nous avons expliqué ce qu'on entend par la couche HAL, Hardware Abstraction Layer. On a vu ça hier. Nous avons vu le mode utilisateur et le mode noyau et l'interaction entre le mode utilisateur et le mode noyau. Nous avons également étudié le système de fichiers de Windows, que nous avons bien détaillé. Et aussi, nous avons expliqué ce qu'on entend par flux de données alternatif. Alors, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un aspect très intéressant. Il s'agit du processus de démarrage de Windows. Processus de démarrage de Windows. Le processus de démarrage de Windows, ça veut dire, en français facile, les différentes étapes de démarrage du système d'exploitation Windows. Donc, le processus de démarrage de Windows utilise donc deux types de micro-programmes informatiques. Ça veut dire quoi en fait? Aujourd'hui, si vous avez un système d'exploitation comme Windows, j'explique là comme la maternelle. Voyez, voici Windows, j'essaie un peu de schématiser. Le schéma, c'est juste pour décomposer le schéma pour vous permettre de comprendre ce qu'on veut dire, même si ce n'est pas à 100%, mais ça vous donne quand même une idée générale de ce qu'on vous fait comprendre. Alors, si nous prenons Windows, Windows a deux types de micro-programmes. Le premier micro-programme s'appelle système d'entrée-sortie de base en français. Voilà. Basic Input Output System. Basic Input Output System. Voilà. Alors, le BIOS est le tout premier microprogramme que Windows a utilisé depuis sa création. Et aujourd'hui, il y a de cela moins de 10 ans, nous avons UEFI. UEFI, qui est le deuxième microprogramme, qui est très, très récent. Ceci est très récent. Alors, le DOS, c'est l'ancien microprogramme qui est toujours utilisé, hein, même si c'est ancien. Voilà. C'est utilisé dans la version Windows 7, Windows 7, Windows 8. À partir de Windows 10 en montant, nous avons le UEFI. Alors, le BIOS, le processus commence, si nous prenons le microprogramme BIOS, le démarrage commence avec quoi? Le processus BIOS commence par la phase d'initialisation du BIOS. Donc, lorsque Windows veut démarrer, lorsque Windows veut démarrer en s'appuyant sur le microprogramme BIOS, alors on commence par un élément très important, ou bien par un processus très important qu'on appelle la phase d'initialisation du BIOS. C'est ça ici, BIOS Initialization. Là, c'est la phase d'initialisation du BIOS. Windows va localiser, c'est-à-dire que Windows va localiser le BIOS, va le localiser et va l'initier, dans laquelle les périphériques matériels sont initialisés. Voilà. Donc, dans la phase d'initialisation du BIOS, on effectue ce qu'on appelle un test post. Voilà. On dit, et un post est effectué. Donc, en français facile, dans la phase d'initialisation du BIOS, on fait appel à ce processus qu'on appelle le post. Le post
Son rôle, c'est de tester le matériel. C'est pour ça que quand vous démarrez souvent votre ordinateur et qu'un clavier, n'est pas connecté sur votre ordinateur desktop, vous allez remarquer souvent que le système va vous demander de brancher le clavier. Parce que le poste a testé le matériel. Le poste teste le matériel essentiel pour le démarrage. Par exemple, le clavier, la mémoire, le disque dur et d'autres composants. Mais les composants les plus importants, c'est la mémoire RAM. On teste. On teste le disque dur. Pourquoi? Parce que c'est dans le disque dur que se trouve le système d'exploitation. On teste aussi le clavier et d'autres périphériques importants. Alors, on retient tout simplement que dans la phase d'initialisation du BIOS, on fait appel au poste. Le poste, son rôle, c'est de tester tout le matériel physique, tous les composants importants pour le démarrage du système d'exploitation. On peut même tester la carte mère, parce que si la carte mère est endommagée, le système ne peut pas démarrer. Alors, lorsque le disque dur, bien le disque système et le disque dur est découvert, alors en testant la RAM, en testant le clavier, la carte mère, on va tester aussi le disque dur. Alors, si on détecte le disque dur, alors, et que ce disque dur fonctionne, donc on a découvert le disque dur, si on détecte le disque dur et qu'il fonctionne, alors ça on dit, lorsque le disque système est découvert, si on détecte le disque, on le détecte et qu'il est accessible, alors le poste se termine. Donc, c'est la découverte du disque dur qui met fin. La découverte met fin au processus poste. Ça met fin au poste. Alors, lorsque le poste est terminé, et on recherche maintenant, le Windows maintenant recherche l'enregistrement de démarrage principal. Alors, Windows va essayer de localiser, va rechercher, c'est ça ici, ce qu'on a maternelle. Windows va essayer de rechercher ce qu'on appelle la MBR, en français, l'enregistrement de démarrage principal, la MBR. Que voici. On recherche le code MBR dans le disque dur. Alors, le BIOS exécute le code MBR. Alors, lorsque le BIOS a non localisé, donc le premier, ça se passe ici, on fait le test post, ensuite on localise la MBR, et lorsque la MBR est localisée, on dit le BIOS exécute le code MBR, c'est ça ici. Donc on localise la MBR et le code est exécuté. Exécuté. Et le système d'exploitation commence à se charger. Donc lorsqu'on a identifié le MBR, il y a un code à l'intérieur, un code là-dedans, qui va permettre de localiser, en exécutant le MBR, un code se déclenche pour localiser le système d'exploitation. C'est ça qu'on dit, et le système d'exploitation commence à se charger. Lorsqu'on a localisé le système d'exploitation, alors on l'exécute le système d'exploitation Windows et on entre maintenant dans la phase du boot mgr.exe. Boot manager.exe. Le boot manager, on va continuer tout à l'heure avec le boot manager. Tout à l'heure, voilà les trois éléments clés et c'est pas terminé. Donc, on résume, on fait le post, teste le matériel, composant physique, découvre le disque dur, exécute, recherche la MBR, l'exécute pour localiser le système d'exploitation. Quand le système d'exploitation est localisé, on l'exécute à travers le bootmanager.exe. Que fait donc le bootmanager.exe? On va voir tout à l'heure. Prenons le deuxième programme. Le deuxième microprogramme, qu'on appelle l'interface UEFI, démarre en chargeant les fichiers de programme EFI. C'est ça ici. Si Windows passe par l'étape UEFI, alors on va aussi initialiser. Il y a aussi le processus d'initialisation qui commence. Et on dit le UEFI démarre, ça démarre en chargeant. Donc on démarre, on charge. Qu'est-ce qu'on charge? On charge le fichier EFI
file.efi, ce fichier sera chargé. Donc, on charge ce fichier stocké au format .efi. Donc, ça veut dire en français parce que Windows, ça veut dire que Windows 11, en fait, va localiser le fichier de chargement qu'on appelle EFI file.efi. Alors, lorsque ce fichier est localisé, on dit bien dans une partition de disque. Ce fichier EFI file se trouve dans une partition de disque dur. Se trouve dans une partition de disque. Ça, c'est par exemple la partition que je représente là. Dans une partition de disque spéciale appelée partition système EFI, c'est-à-dire ESP. Voilà. Donc, en réalité, quand Windows veut se charger, veut démarrer en s'appuyant sur le nouveau système, le nouveau microprogramme qu'on appelle le UEFI, alors on localise le fichier efifile.fi dans la partition système EFI. Et c'est lui qu'on va exécuter. Alors, on va continuer. Ça prend beaucoup de temps. Et en résumé, vous avez le résumé ici en bas. Le processus de démarrage de Windows utilise le programme BIOS, par exemple dans Windows 7, XP et 7, ou le programme UEFI à partir de Windows 10 pour rechercher le système dans le disque et lancer le démarrage. Alors, on continue le processus. Lorsque le système a été identifié, localisé et exécuté, le boot manager entre en jeu. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Bon, on reprend donc ça ici. On continue. On était ici à 2. Voilà. Alors, le système valide est donc exécuté. Quand il est validé, c'est le système qui a été validé. La signature numérique va valider le système. Que vous utilisez le BIOS ou EFI, le fichier boot manager.exe est exécuté. Que ce soit le BIOS, le processus BIOS, que nous avons commencé ici, que ce soit le BIOS, le processus, ou le processus UEFI, alors les deux vont tomber ici. Voilà. Que ce soit le BIOS ou UEFI, on va atterrir ici. Donc, quand vous utilisez le BIOS ou UEFI, le fichier boot manager est exécuté une fois qu'une installation Windows valide est localisée. Alors, si on a un système d'exploitation, si le BIOS a localisé le système d'exploitation grâce au MBR qu'on a vu derrière, ou bien le fichier UEFI localise le système d'exploitation, alors lorsqu'on va l'exécuter, que ce soit dans le cas du BIOS ou le cas du UEFI, nous allons tomber toujours sur le boot manager.exe et le processus continue. Alors, que se passe donc ici? Donc, ça, c'est petit 3. Alors, le fichier boot manager.exe lit la base de données de configuration de démarrage qu'on appelle la BCD. C'est ça ici que j'ai simulé là. Alors, le boot manager.exe va s'exécuter, exécute pour lire, vous avez mis ici lecture, pour lire la base de données de configuration, la BD de configuration du système d'exploitation. Le système d'exploitation a une base de données de configuration qui permet donc au système de continuer son processus de démarrage. Alors, la base de configuration est abrégée ici, la BCD en anglais. Voilà. Alors, ce BCD, on dit, contient donc, le BCD contient l'état de l'ordinateur. Ici, c'est très important. Ce qui est enregistré à l'intérieur, là, c'est l'état de l'ordinateur. Est-ce qu'il est en veille? Est-ce qu'il est encore au démarrage chaud? On regarde son état. On dit si l'ordinateur quitte le mode de veille prolongé, alors si le boot manager consulte la base de données et constate que l'ordinateur était plutôt en veille, c'est-à-dire que l'ordinateur était en veille, c'est-à-dire que l'ordinateur était déjà démarré,
on avait démarré l'ordinateur et on a simplement mis l'ordinateur en veille, alors ça veut dire que l'ordinateur ne s'est pas arrêté totalement. L'ordinateur est encore à chaud. Alors, s'il est encore à chaud, l'ordinateur est dans un état qu'on appelle l'état de veille. Tout le monde connaît très bien ce qu'on appelle l'état de veille de l'ordinateur, puisque ici, je peux mettre l'ordinateur en veille. Tout le monde connaît ça. Si je viens là, vous voyez, voici ça, mettre en veille. Si vous mettez là en veille l'ordinateur, c'est-à-dire que nous sommes ici. Si je clique là sur mettre en veille, nous tombons là directement, ici, sur l'état de veille prolongé. Si je clique, ça tombe directement sur l'état de veille prolongé. Donc, si le boot manager.exe constate donc que dans la base de données, nous avons un état de veille, alors le démarrage, le boot manager va s'exécuter va se lancer pour démarrer le winresume.exe. Alors, parce que l'ordinateur n'est pas éteint totalement, l'ordinateur est en veille, il est en train de dormir. Donc, il n'est pas éteint totalement. Alors, le boot manager.exe va faire appel à ce composant qu'on appelle le winresume.exe. Ça veut dire démarre donc, démarre se poursuit avec le Windows resume.exe. Et dans Windows.resume.exe, on a donc tous les éléments nécessaires. Parce que Windows resume.exe, son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est de garder en mémoire tout ce qu'on a ouvert. Quand on mettait l'ordinateur en veille, tous les fichiers qui sont restés sur le bureau seront conservés dans winresume.exe. Quand on va encore exécuter, quand on va relancer winresume.exe, automatiquement, vos pages reviennent, vos fichiers reviennent sur le bureau et vous continuez le travail comme s'il n'y avait rien. Ça qu'on dit, si l'ordinateur quitte le mode de veille prolongé, le processus de démarrage se poursuit avec le winresume.exe. Si l'ordinateur effectue un démarrage à froid, si l'ordinateur démarre pour la première fois, donc on avait éteint totalement l'ordinateur, le fichier winload est maintenant chargé. C'est-à-dire que le boot manager.exe, qui a d'ailleurs localisé la base de données, a identifié l'état de l'ordinateur qui est un démarrage à froid, alors il passe la main à un autre composant qu'on appelle le win.exe. Lui va se charger maintenant. Alors le win.exe, quel est son rôle? Le fichier pardon, je veux dire winload.exe est chargé. Alors le fichier winload.exe utilise également la signature du code du mode noyau, qu'on appelle la KMSC, la KMCS, pour s'assurer que tous les pilotes sont signés numériquement. Alors, winload.exe doit faire appel au composant de signature numérique parce que lui son rôle, c'est de vérifier est-ce que les pilotes de démarrage du système d'exploitation ont été signés numériquement. Alors, quand on passe sur les signatures numériques, si vous prenez par exemple une application, c'est pas si vous trouvez rapidement une application. Encore plus une application. Bon, ça, c'est pas une application. On ne peut pas voir ça avec ça. Voilà. Voilà. Bon, voilà par exemple une vidéo, une signature numérique, c'est ça ici. Donc, on va vérifier. Vous voyez un peu la signature là, signature numérique. Ici, vous ne voyez rien. C'est juste un exemple pour vous montrer. Donc, on va vérifier est-ce que les pilotes ont une signature, comme vous voyez là, pas de signature numérique là. Est-ce que ces pilotes ont une signature? C'est ça qu'on va donc vérifier. Est-ce que les pilotes ont une signature? Donc, pas de certificat numérique. Alors, si c'est signé numériquement, alors on dit le fichier winload.exe utilise également la signature de code du mode noyau pour s'assurer que tous les pilotes sont signés numériquement. Quand un pilote est signé, ça ne se trompe pas. Je vais vous montrer ça. Attendez, vous montrer ça réellement. Je crois que j'avais mis ça quelque part là. Attendez. Je vais chercher une application quelque part pour montrer.
Est-ce qu'il y a une application quelque part là? Il n'y a pas d'application là. Je vais vous montrer quelque chose. Bon, c'est pas grave. Je ne vois pas quelque chose qui est signé numériquement. Pour montrer ça. Voilà, même si je ne vois pas la signature là. Donc, c'est pas grave. On avance. OK. Alors, le temps passe tellement vite. C'est combien de minutes déjà? Waouh, 20 minutes. Bien. Alors, on va terminer ce processus quand même. Donc, le fichier winload.exe utilise également la signature du code qu'on appelle KMCS pour s'assurer que tous les pilotes sont signés numériquement. Pourquoi c'est important de vérifier que les pilotes sont signés? Alors, si on a le retour que les pilotes sont signés, alors Winload a la confirmation que tous les pilotes sont signés numériquement. Parce que si les pilotes ne sont pas signés numériquement, ça peut être des mauvais, des pilotes malveillants, c'est-à-dire que le hacker a modifié la structure de ces pilotes-là. Alors, dans ce cas, le système d'exploitation ne démarre pas. Mais si la KMCS s'assure que les pilotes de démarrage sont certifiés, sont signés numériquement, alors le WinLoad, load veut dire charger, le WinLoad va donc faire appel à un élément très important. Ça on dit, une fois que les pilotes examinés, le fichier winload.exe exécute ce qu'on appelle la entoskernel.exe, la entoskernel.exe, voici. On va donc exécuter. Le winload.exe va donc lancer ce composant, la entoskernel.exe, qui contient le noyau. Le noyau est le cœur du système d'exploitation. C'est le cœur. C'est dans la entoskernel.exe qui va donc faire appel au noyau, qui est le cœur même du système d'exploitation. Donc, il démarre alors le noyau. La entoskernel.exe va donc démarrer le noyau, va lancer le noyau. Alors, on va donc retrouver Windows et configurer la couche d'abstraction matérielle. C'est à partir d'ici qu'on rejoint donc la couche qu'on a vue hier. Le noyau va donc démarrer la couche HAL qu'on a vue hier, c'est-à-dire cette couche que nous avons vue dernièrement, ça, cette couche-ci. C'est là qu'on rejoint donc cette couche, à ce niveau-ci. Donc la entoskernel va faire appel au noyau, et le noyau va donc entrer en contact avec cette couche que nous avons étudiée hier. C'est là où on rejoint donc ce qu'on a vu hier, à partir d'ici. Voilà. Donc, alors le noyau configure donc la couche HAL, qu'on appelle la couche d'abstraction. Ça rejoint le cours qu'on a vu ici à partir d'ici. Et alors on dit, c'est à partir de là maintenant que la sous-couche HAL peut maintenant faire appel à notre composant qu'on appelle la SMSS, c'est-à-dire le composant qui permet de gérer les sessions Windows. C'est là que vous allez constater que la session Windows va s'afficher. Quand on démarre l'ordinateur, à un moment donné, vous constatez que la session s'affiche et votre nom s'affiche. On vous demande de mettre un mot de passe pour se connecter. Parce que le composant session va donc se démarrer et la page d'authentification qu'on appelle logon va s'afficher. C'est ici que vous voyez souvent votre nom. À ce niveau, vous voyez souvent, on vous demande, vous voyez par exemple le nom Tala, par exemple, ce qui est votre nom. Le nom Tala va s'afficher. Et quand vous allez cliquer dessus, on va vous demander le mot de passe pour entrer maintenant. Si vous mettez votre mot de passe 1, 2, 3, vous validez, vous entrez maintenant sur le bureau. Vous tombez sur le bureau de Windows. Donc, voilà comment l'ordinateur fait pour démarrer. Ça, c'est si nous passons par le processus du démarrage à froid. Or, si c'est le processus de démarrage à chaud, c'est-à-dire en passant par veille prolongée, le WinResume.exe va retrouver le système qu'on appelle IBER 5.6. IBER 5.6 est, le composant qui a gardé tout l'état de votre bureau, c'est-à-dire les fichiers que vous avez ouverts, les pages ouvertes, tout ce que vous étiez en train de faire avant de mettre l'ordinateur en veille sont sauvegardés, tous ces éléments sont sauvegardés dans IBER 5.system, hibernation. Donc, l'ordinateur va donc sortir de l'hibernation et on va aussi vous présenter toujours. Vous êtes tombé ici, on va vous demander encore votre nom.
votre mot de passe et vous tombez sur le bureau. Donc, c'est à ce niveau que les deux se rencontrent. L'état d'hibernation, ça c'est l'état de toutes les interfaces ouvertes. Or, la session SMSS, c'est la session qui va rechercher tous les éléments dont vous avez besoin pour, afficher en arrière-plan. Dès que vous allez vous connecter, en vous identifiant, normalement ici, alors tous les éléments dont vous avez besoin dans votre session pour travailler sont déjà préparés en arrière-plan par la SMSS, sont déjà préparés. Et en ce moment, vous tombez donc sur votre bureau. Identification, on tombe sur le bureau. Et là, le processus est terminé. Voilà comment Windows fait pour démarrer. Bien développé, bien décortiqué. Ça vient de moi, hein, ça, c'est pas Cisco. Je l'ai décortiqué à ma manière pour faciliter un peu la compréhension. Ça ne vient pas de Cisco. Lorsque le BIOS ou UEF ou UEFI localise le système, exécute le boot manager.exe, qui lit la BCD, si l'ordinateur était en veille, on fait appel à WinResume, sera exécuté. Sinon, c'est le winload.exe qui sera exécuté. Et enfin, la N2Scanl va faire appel au noyau. Le noyau va appeler la sous-couche d'abstraction qu'on appelle le hall. Et le hall va faire appel aux sessions, aux fichiers de gestion des sessions, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, mes chers amis, en réalité, ce qu'il fallait comprendre sur le processus de démarrage. Et nous allons clôturer par cette page. En réalité, lorsqu'on tombe sur le logon, c'est pas tout. Ça continue. Vous avez vu ici. Le logon qui est ici maintenant va faire appel au registre. Très important. Lui fait appel maintenant au registre. Le registre, c'est une base de données qui contient tout ce que vous avez besoin pour travailler aisément. Démarrage de Windows toujours. Deux éléments de registre importants permettent de démarrer automatiquement les applications et les services. Puisque le logon vous permet de vous authentifier. Quand l'authentification est terminée, alors le registre, qui est une base de données, contient les éléments dont vous avez besoin pour travailler. Ça veut dire le registre a plusieurs paramètres, il y en a plusieurs. Ici, on a cité seulement deux éléments du registre, mais en réalité, le registre a le paramètre, a le composant matériel, application, utilisateur et système. On reviendra sur ça un peu plus tard. Mais les deux éléments du registre très importants sont le HK Local Machine, qui est un composant très important, et le HK Current User, qui est très, très important aussi, puisque vous voulez travailler. Vous êtes logué, vous avez mis votre nom, vous avez mis votre mot de passe, vous êtes connecté maintenant sur le bureau. Alors, on va faire appel au registre pour que le registre Windows mette à votre disposition tous les éléments nécessaires pour vous permettre de travailler aisément dans un environnement convivial. Ça veut dire plusieurs aspects de la configuration Windows sont stockés dans cette clé, notamment les informations sur les services lancés à chaque démarrage, dans le HK Local Machine, qui est ceci. Alors, cette clé, dans la base de données du registre, contient toutes les informations sur les services de démarrage de Windows. Tous les services de démarrage de Windows sont dans ce registre. Et on doit aussi faire appel à cette clé pour que tous les éléments, tous les services nécessaires à Windows puissent s'exécuter en arrière-plan. Maintenant, le HK Current User, plusieurs aspects liés à l'utilisateur connecté sont stockés. Parce que quand vous allez vous authentifier, vous allez vous connecter. On se connecte. On se connecte. Alors, quand vous êtes connecté, il faut donc cette base de données, HK Current User, ça. Alors, cette base de données doit maintenant mettre à votre disposition les services liés à vous, liés à l'utilisateur connecté. L'utilisateur qui est connecté, est-ce que c'est un administrateur? Est-ce que c'est un simple utilisateur ou bien c'est un invité?
Si c'est un utilisateur, un administrateur, alors le HK Current User va mettre à sa disposition tous les éléments nécessaires pour permettre à l'administrateur de travailler. Si c'est un invité, alors l'invité aussi aura les éléments qui sont liés à l'invité, c'est-à-dire les différentes fonctionnalités que vous avez besoin. Donc, plusieurs aspects liés à l'utilisateur connecté sont stockés dans cette clé, notamment les informations sur les services qui démarrent uniquement lorsque l'utilisateur se connecte à l'ordinateur. Donc, si vous mettez votre mot de passe au niveau de logon, c'est la phase d'authentification, vous vous connectez et votre connexion fait appel à ce registre, à cet élément, ce composant du registre qu'on appelle HK Current User, qui va mettre à votre disposition les services liés à vous. Alors que le HK Local Machine démarre plutôt les services de Windows dont vous avez besoin pour bien travailler. Nous allons revenir un peu plus tard sur le HK Current Config, un peu devant, le HK Class Root, on va voir ça devant, et le HK User, compte utilisateur. On verra ça plus tard. Vous pouvez saisir ces entrées manuellement. Vous pouvez saisir ces entrées manuellement dans le registre. On verra ça devant. Mais il est beaucoup plus sûr d'utiliser l'outil msconfig. Donc, c'est mieux d'utiliser l'outil msconfig.exe pour manipuler les différentes clés HK Current User, HK Local Machine, que de saisir manuellement dans le registre. Moi, je préfère cette méthode. Si vous prenez msconfig, c'est là, mettez là msconfig.exe, vous lancez. Alors, comme je suis en mode invité, on va me demander le mot de passe que je vais mettre. Alors voici ce qu'on appelle donc l'interface de msconfig.exe. Alors ici, vous avez la possibilité de vérifier, de voir un peu les différents services. Voici les différents services qui sont lancés. Alors ces services sont dans le HK Local Machine, hein, ici. C'est ici. Vous voyez là. Voilà, les différents services sont démarrés en arrière-plan qui vous permettent de travailler. Voilà. Vous avez ici le démarrage, comme on verra tout à l'heure, et d'autres outils là. À quoi c'est l'outil, par exemple, gestion de l'ordinateur. Vous donne ça, c'est pour accéder rapidement à l'outil gestion de l'ordinateur, pour lancer l'observateur d'événements, pour lancer exécuter à partir de là. Parfois, vous ne savez pas que pour lancer l'observateur d'événements, on peut venir simplement ici, sur msconfig.exe. Moi, je choisis observateur d'événements et on clique sur exécuter. Et ça va se lancer. Donc, vous voyez, ça se lance automatiquement. Il y a beaucoup d'outils qu'on peut lancer à partir d'ici. Et moi, je préfère cette méthode. Ça permet de manipuler aisément sans corrompre le registre. Sans corrompre le registre. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous sommes à 30 minutes. Donc, en résumé, Windows stocke toutes les informations relatives aux paramètres du matériel, les applications, les utilisateurs et du système dans une grande base de données appelée registre. C'est ça que j'ai schématisé ici. Le registre a plusieurs paramètres, le matériel, l'application, utilisateur et système. On va revenir sur ça un peu plus tard, c'est-à-dire demain. On va continuer. Nous sommes déjà à 30 minutes. C'est largement suffisant. Quand la vidéo est très longue, on ne comprend plus. On va aller petit à petit et sûrement. Donc, je vous prie toujours de ne pas oublier de vous connecter. Si vous regardez cette vidéo pour la première fois, n'oubliez pas d'aller sur ma page YouTube. Vous regardez mon mail sur les différentes vidéos et vous m'envoyez donc votre nom, votre prénom et votre adresse mail pour vous inscrire gratuitement dans le cours de cybersécurité. Ça vous permet de lire clairement, de lire tranquillement votre cours, de composer les examens. Et à la fin de cette formation, vous allez vous certifier. L'objectif de la formation que je suis en train de faire, c'est de vous amener à être certifié en cybersécurité. Donc, ne regardez pas cette vidéo simplement et vous passez. Abonnez-vous et restez connectés. Toutes les vidéos seront chargées sur ma plateforme YouTube. Merci et bonne soirée à tous. Bonne journée à tous. À tout à l'heure.
Bye bye.